Alors pour vous, qui est Phèdre? Damned. Commence par... Qui est Phèdre? Je pense que c'est une gigantesque amoureuse, amoureuse majuscule. Et c'est comme ça qu'elle est intéressante à défendre. Elle est issue à la fois de l'obscurité et de la lumière. Phèdre, ça veut dire la brillante. Ça, c'est le sens du mot Phèdre. Voilà, ça vient du grec, je ne sais plus, Phèdros. Enfin, c'est la brillante, la définition. Et pourtant, c'est quelqu'un qu'on va voir arriver sur scène dans une lumière crépusculaire et qui finira de la même façon et qui finira par mourir sur scène. Phèdre, chez Racine, c'est l'aboutissement d'une longue lignée de Phèdres qui viennent de l'Antiquité et dont le premier et le plus illustre représentant de l'histoire de Phèdre, c'est Euripide, évidemment, qui a écrit au moins 2 pièces, dont une qui a été conservée, et qui est la pièce qui s'appelle Hippolyte. Et d'ailleurs, c'est là que c'est intéressant, parce qu'à l'origine, le personnage important, c'est pas Phèdre, c'est celui qui va mourir, condamné par son père à cause d'une accusation de Phèdre. C'est-à-dire qu'en fait, l'enjeu du sujet, le sujet original, c'est comment un père est conduit à sacrifier son enfant. Parce que c'est une femme de papier qui naît en Grèce, Oui. sous la plume d'Euripide. Ensuite, chez les Romains, ensuite qui est repris au XVIIe siècle. Mais pourquoi ça reste un monument? Parce que Racine a réussi à faire ce qui était véritablement inconnu avant lui de façon aussi puissante, un drame psychologique. C'est-à-dire comment on est passé d'un drame conflictuel, d'un conflit père-fils, fondé sur l'idée de l'infanticide, quoi. C'est une des réflexions mythiques de l'homme sur l'infanticide. On est passé en fait à un drame psychologique lié à la passion. Ce qui est tragique au XVIIe siècle, à l'époque de Racine, pour Racine, c'est ce qui réussit le mieux à susciter l'effet tragique, à savoir provoquer des émotions sur le spectateur, qui sont la frayeur et la pitié. C'est-à-dire que pour le XVIIe siècle, on a distingué depuis le XIXe les notions de pathétique et de tragique. Le pathétique, c'est ce qui crée justement des émotions chez les spectateurs. Et pathétique, il y a souvent une coloration péjorative dans la notion de pathétique. Alors que peut-être tragique, non. Hein, c'est la grande pensée de... C'est la frayeur et la pitié. Voilà. Ce qui inspire de la frayeur et de la pitié, Voilà, le tragique. Ce sont les deux émotions. C'est-à-dire que la tragédie doit provoquer du plaisir chez le spectateur à travers ces deux émotions que sont la frayeur et la pitié. Et là, sans que nos pleurs vous apaisent. Que ces vains ornements, que ces voiles me pèsent. Quelle importune main, en formant tous ces nœuds, a pris soin d'assembler mes cheveux. Oui, alors c'est très très bien, mais si on peut avoir l'impression que réellement, que ce ne soit pas une façon de parler, que réellement les voiles pèsent, appuient et brûlent, je t'assure que c'est gagné, enfin c'est gagné, c'est magnifique, enfin tu vois. Tout est insupportable, même un voile. La première scène est d'une grande difficulté, puisque c'est l'entrée de quelqu'un qui va mourir et qui ne veut pas parler. Et c'est Œnone qui va lui libérer la parole, en quelque sorte. Et moi, je me suis rendu compte qu'en répétant cette scène dans un décor, dans une salle de répétition où on avait au sol le décor probable, il y avait une chose qui était interdite dans ce palais, c'était le mot d'Hippolyte, qu'elle a interdit depuis très très longtemps et qu'elle s'interdit elle-même de prononcer. Et puis Œnone, avec tout son amour maternel, son amour de nourrice et sa connaissance profonde de Phèdre, va arriver à libérer Phèdre de ce secret, et tout d'un coup, elle va raconter. Mais quand elle va prononcer pour la première fois le mot Hippolyte, il va se passer quelque chose d'incroyable. Et moi, je me rappelle très bien, dans les toutes premières répétitions, que je me suis interdit le mot pendant très longtemps, et puis tout d'un coup, il est sorti par bribes, par hésitation, par spasme, avec une respiration saccadée, et tout d'un coup, dès que j'ai eu dit ça, j'ai eu l'impression que
j'allais immédiatement mourir, quoi. Jeanne! Qui? Tu connais ce fils de l'Amazone? Ce prince si longtemps par moi-même opprimé? Hippolyte. Grand Dieu! C'est toi qui l'as nommé. Tout m'afflige et me nuit et conspire à me nuire. Vois tous ces vœux. Alors, pardonnez-moi, c'est très très bien. Quand tu as fait ça, Chloé, est-ce que tu crois que tu pourrais, tout à coup, te retrouver cambré en arrière, comme pour boire des rayons de soleil, tu vois? Je vais le dire autrement. C'est très incestueux. C'est le cas de le dire, puisque le mot inceste revient sans arrêt. Or, nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, on dit comment inceste? Il n'y a aucun inceste là-dedans. C'est un jeune homme qui n'a rien à voir avec Phèdre, Hippolyte. Il se trouve que c'est le fils du mec avec qui elle est officiellement. Mais et alors, c'est peut-être interdit moralement parce que ça se fait pas socialement. Mais c'est pas un inceste au sens pur du terme. Hein, tu vois, c'est pas son frère, c'est pas son père. Et donc, ni son fils. Et donc, mais ça a valeur de fils, tu vois. C'est un inceste très édulcoré, moral, mental, pas physique. Et en l'occurrence, il y a quand même de l'inceste. C'est-à-dire le goût de l'inceste se promène tout le temps là-dedans. Mais si inceste il y a, je proposerais que ce soit avec son grand-père ou son arrière-grand-père, je ne sais pas, le soleil. Tu vois, c'est-à-dire que tu te fais pénétrer maintenant par les rayons du soleil. Ça, oui. D'accord. Et alors avant, après, Ben, là, maintenant, tout m'afflige et me nuit et conspire. Ah, que c'est bon, que c'est très mauvais, que c'est dégoûtant, que c'est formidable. Les deux à la fois. tout m'afflige et me nuit et conspire à me nuire. Et alors, est-ce que vous pouvez me parler de cette question des dieux avec Phèdre? Qu'est-ce que c'est cette relation avec les dieux? Cette passion qui naît en elle, ça peut pas être de sa propre volonté, ça ne peut être que de la volonté de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est qui? Ça ne peut être que les dieux. Donc il y a d'emblée la nécessité morale, en quelque sorte, d'introduire la présence des dieux dans la pièce. Et c'est la raison pour laquelle elle dit elle-même, c'est Vénus tout entière à sa proie attachée, en se définissant comme la victime de Vénus. Mais Vénus, c'est quoi? C'est une formule pour désigner l'amour, bien sûr. C'est plus fort que moi. Voilà, exactement. Son mal vient de plus loin. Alors, dans la mythologie classique, on dit qu'il vient des dieux, qui ont condamné les personnages de la tragédie à errer, en proie à leurs désirs et à l'impossibilité de les assumer. Et puis, on vient de plus loin, il y a aussi le thème de l'enfance. Hein, c'est que la fille de Minos et de Pasiphaë, elle est prise dans toute une généalogie de folie, de sang, de meurtre, de souillure, de blessures. Pour moi, le personnage de Phèdre, avant tout, c'est une violence majuscule. Hein. Et c'est une violence qu'on demande très rarement aux comédiennes. C'est-à-dire que souvent, la violence, c'est un sentiment qui est réservé aux hommes. Objet infortuné des vengeances célestes, je m'abhorre encore plus que tu ne me détestes. Les dieux m'en sont témoins. Ces dieux qui, dans mon flanc, ont allumé le feu fatal à tout mon sang. Ces dieux qui se sont fait une gloire cruelle de séduire le cœur d'une faible mortelle. Et nous, ce qu'on avait envie de faire, c'était ça, c'est-à-dire retrouver ses racines pour retrouver cette violence du désir, cette violence de l'interdit, cette violence contre elle-même. Parce que moi, ce qui m'a frappé le plus quand je l'ai relu, c'est cette haine de soi qu'elle a. C'est-à-dire qu'elle a une telle, comment on peut dire, dégoût
Oui, des goûts d'elle-même, des goûts physiques, des goûts intellectuels. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui a un rapport de haine avec elle-même qui est très très profond, quoi. Dieu, que ne suis-je assise à l'ombre des forêts? Quand pourrais-je, au travers d'une noble poussière, suivre de l'œil un char fuyant dans la carrière? Insensé. Où suis-je? Et qu'ai-je dit? Oui, alors c'est très bien, mais il ne faut pas s'arrêter. C'est très bien. Un petit temps, tout d'un coup. Être dans la forêt, ça veut dire, est-ce que je pourrais revenir à quand j'avais, je sais pas moi, 6 ans, 5 ans, et que j'étais pas vraiment sexué, j'étais tranquille, il y avait mon papa, ma maman, et j'étais là et je jouais au ballon, voilà, j'étais tranquille dans la forêt. C'est fini, trop tard. Plus jamais je n'aurai cette innocence-là. Plus jamais j'aurai les forêts. Mais le mot forêt, et d'ailleurs, c'est Hippolyte qui est formidable, qui sera ma nouvelle fraîcheur. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est de la folie pure de la part de Racine. Elle jouit de sa souffrance. Certainement, oui, certainement, certainement. Si on cherche bien, on doit trouver dans les mots qu'elle dit sa jouissance. Oui, bien sûr. Quand elle parle du feu, de la dévoration, le feu, c'est à la fois effectivement ce qui... Je rougis, je pâlis à sa vue. Voilà, c'est quand même tout... Ça, c'est magnifique chez Racine, c'est la physique du corps. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Avec le vie et le vu, il y a un jeu sur les sonorités, sur les voyelles, et c'est absolument magnifique. Oui, ça, effectivement. Là, on peut penser qu'elle est... Je me nuis et conspire à me nuire. Il y a aspire, nuit, oui, à l'espèce de chant, de musique de l'autre, de musique de la souffrance qu'on a besoin d'exprimer dans le rapport à l'autre. C'est un immense écrivain, ne serait-ce que pour ça, parce qu'il a la langue, justement, qui répond à cette... enfin, qui traduit cette sensualité, ce corps en souffrance, qui est le corps de l'amoureuse. Comment pouvez-vous supporter l'image de quelque chose d'horrible, alors que si vous voyez la chose dans la réalité, vous ne supporterez pas? C'est aujourd'hui la photographie, par exemple. Vous avez des photographies de reportages de rue, des trucs comme ça, où vous avez des images... Enfin, je veux dire, la scène se passerait dans la rue, ou des cadavres, etc. C'est insupportable pour vous ou moi de voir ça en réalité. Alors que vous le voyez en photo, ça provoque... On peut le supporter parce qu'il y a une dimension dans la reproduction de plaisir. Donc, qu'est-ce qui nous fait plaisir chez Phèdre? Ce qui nous fait plaisir chez Phèdre, c'est d'éprouver le caractère poignant, comment dirais, quelque chose qui pointe en nous dans le fait d'assister au débat intérieur d'un personnage qui est conscient, qui va vers la mort les yeux ouverts. Et qui le dit. Et qui le dit de façon poétique. À votre avis, pourquoi c'est important de jouer et d'entendre Phèdre aujourd'hui? Surtout de l'entendre, parce que je pense que l'histoire, c'est une histoire simple et par certains aspects qui est très connotée, XVIIe siècle, morale, châtiment des crimes impurs, qui peut-être touche moins aujourd'hui, mais en revanche la langue, qui est d'une telle splendeur de sonorité, de sens et de mystère, je pense qu'elle est aujourd'hui nécessaire comme jamais. Enfin, je veux dire, quand on lit ou quand on entend cette pièce, quel que soit l'âge qu'on a, quel que soit le sexe qu'on possède, c'est une langue qui vous transporte dans la pure beauté, hein. Mais une beauté justement qui n'est pas forcément chargée d'un sens, chargée d'un message, surtout pas. Le message de Racine et de Phèdre, c'est difficile d'aimer. Alors ça peut paraître très banal, mais c'est vrai. Et qu'est-ce qu'elle nous apprend à nous? À vous d'abord. Moi, elle m'a très certainement appris à aimer. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire qu'avant Phèdre, vous n'aimiez pas pareil qu'après Phèdre.
Oui, je pense elle a une soif d'absolu dans laquelle moi je me suis reconnue tout entière, mais développée encore plus. Alors ça, je sais pas si ça aide pour vivre, mais c'est pas commode. Mais en tout cas, oui, il y a une espèce d'élargissement comme ça qui s'est produit, comme un espèce d'état amoureux absolu qui... c'est un personnage qui vous grandit de toute façon. Il n'y a aucun crime dans Racine. Il y a beaucoup moins de crimes que dans Euripide. Il y a beaucoup moins. Si ça doit être un crime, il y en a beaucoup plus dans Euripide, disons, puisque là, elle n'a eu que la pensée d'aimer quelqu'un. Et elle le pense depuis 20 ans, mais elle aime depuis 20 ans, mais c'est pas un crime. Et elle ne, dans les règles de bienséance qu'impose Racine, elle ne se dévoile que parce que son mari est mort, que parce que Thésée est mort. Et donc, tout le monde emboîte le pas, et je crois que brusquement, je me suis dit, cette chose, l'obsession qu'ont les gens de la penser comme coupable, l'obsession qu'elle a elle-même de se penser coupable, raconte énormément de choses sur le désir féminin. Et sur une chose que, quelquefois, les hommes ont du mal à comprendre. Je suis tombé sur une citation effrayante de Valéry, où il dit à peu près que c'est toute l'horreur du désir féminin, dans toute sa rage. Le mot est plus terrible que ça, et je me suis dit, mais ça, c'est voilà, une réaction intéressante, dire que Phèdre, avec cet excès de douleur et de masochisme, racontait l'oppression, ou racontait la soumission au modèle masculin. Donc ça aide à vivre quand même, ça aide à comprendre quelque chose de la vie, ces mots-là, cette personne-là. Ben on se dit on n'est pas seul à avoir vécu ça, et c'est juste de l'art, alors ça peut être beau aussi d'aimer comme ça. Même si c'est violent et foudroyant. Mais c'est magnifique parce que c'est une flamme, la dernière, qui ravage tout. C'est l'incendie de Rome et après il y a des cendres, quoi. Mais au moins elle a vécu comme une cinglée d'aimer comme ça, quoi. Et Tu t'enflammes. Non, mais c'est juste parce que c'est beau aussi, que ça aide à vivre. Enfin, les beaux textes, quel que soit ce que ça raconte. c'est seulement la beauté? Non, pas seulement, mais aussi parce que c'est juste beau, quoi. Noble et brillante auteur d'une triste famille. Très bien. Toi dont ma mère osait se vanter d'être fille, qui peut-être rougit du trouble où tu me vois. Soleil, je te viens voir pour la dernière fois. Alors c'est vachement bien. Est-ce que tu peux avoir été, entre guillemets donc, plus aigu pendant les 3 premiers vers et plus grave dans le dernier? Tu vois, dont ma mère osait se vanter d'être fille, qui peut-être rougit du trouble où tu me vois? Peut-être, hein? Soleil, je te viens voir pour la dernière fois. Tu vois, pour que ça soit une résolution terrible, dans les deux sens du mot résolution. Ouais. Résolution, comme on dit en musique, et résolution, elle est résolue, c'est fini, quoi. D'accord. Noble et brillante auteur d'une triste famille, toi dont ma mère osait se vanter d'être fille, qui peut-être rougit du trouble où tu me vois. Bouge plus. Soleil, je te viens voir pour la dernière fois.